Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Hervé Chesville à l'antenne, ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous Panorama Info. Initialement, j'avais prévu de vous ramener en Afrique aujourd'hui. La situation se détériore dans un certain nombre de pays, en particulier le Tchad, où j'ai passé quelques années. Mais le temps m'a manqué pour préparer cette émission, donc je préfère me rabattre sur un sujet que je maîtrise bien. Nous irons en Afrique, si je parviens à faire ce que je veux faire, la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je voudrais vous ramener en Corse. Déjà, dans des émissions récentes, j'avais parlé de certains aspects architecturaux de la Corse. J'avais parlé en particulier des églises pisanes. J'avais parlé des couvents dont un certain nombre sont en ruine. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un autre aspect emblématique de l'architecture que je qualifierais d'architecture militaire de la Corse. Vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'édifices qui sont devenus emblématiques du littoral de la Corse. C'est-à-dire, je veux parler de ce que l'on appelle les tours génoises, qui sont bien mal nommées puisqu'il s'agit avant tout de tours corses, certes édifiées durant la longue période d'occupation génoise de la Corse, mais elles ont été construites par des Corses, et ce sont les communautés locales qui ont supporté le coût de leur édification dans le cadre de la politique des autorités génoises visant à rétablir la sécurité du littoral mise à mal par les incursions barbaresques. 3 siècles durant, rappelons-le, la Corse eut à subir ces razzias durant lesquelles les villages et les couvents étaient pillés et les infortunés qui n'avaient pas pu fuir à temps étaient capturés pour être ensuite vendus comme esclaves à Alger, à Tunis, à Tripoli ou ailleurs. L'aspect de ces tours est caractéristique. Elles sont reconnaissables entre toutes avec leur architecture simple mais fonctionnelle. Hautes de 12 à 17 mètres pour un diamètre de 8 à 10 mètres, ces tours qui surplombent la mer sont généralement circulaires. Le pourtour du sommet est généralement crénelé afin de protéger le chemin de ronde et la plateforme centrale, d'où les gardes pouvaient scruter l'horizon sans être vus. Les tours génoises ont toujours 4 niveaux. Il y a le sous-sol où se trouvait la réserve pour les vivres et les munitions. Une citerne où était conservée l'eau de pluie s'y trouvait également, alimentée depuis la plateforme du sommet par une conduite. Au premier étage se trouvait la salle de repos et au second, la salle de garde, dont les murs étaient percés de meurtrières. Enfin, la plateforme supérieure formait une grande terrasse dont le bord comportait des mâchicoulis qui, s'ouvrant sur le vide en contrebas, permettait donc de riposter à ceux qui auraient tenté de s'en approcher ou de s'en emparer. Cette plateforme était généralement surmontée d'une échauguette. Les différents niveaux de la tour étaient séparés par un plancher de bois percé d'une trappe par laquelle on passait en utilisant une échelle. La fonction principale de ces tours était davantage la surveillance de la mer et de l'horizon que la défense proprement dite. En cas de danger, les gardes postés au sommet donnaient l'alarme en utilisant la fumée du feu allumé sur la plateforme et en sonnant le kolombo. Le kolombo, comme chacun sait, c'est cette grosse conque marine qui servait donc à sonner l'alerte.
Le signal était ensuite transmis de tour en tour. L'alerte pouvait ainsi être rapidement relayée, la population environnante était prévenue du danger, tandis que les autorités étaient elles aussi prévenues, jusqu'à Bastia bien sûr. Le fait que ces tours ne servaient pas à la défense est confirmé par le fait que la garnison était peu importante et peu armée, et qu'elle n'était pas constituée de soldats réguliers, mais de 2 à 6 hommes issus de la population locale et payés grâce aux taxes locales. Dépourvue d'entrée au rez-de-chaussée, la porte de la tour était située à plusieurs mètres de hauteur. On ne pouvait donc y pénétrer qu'en utilisant une échelle, laquelle était conservée à l'intérieur de l'édifice. La construction de ces tours débuta au début du XVIe siècle. En 1730, le littoral corse en comptait 120, dont 30 se trouvaient dans le seul Cap Corse. De nos jours, les tours encore debout sont au nombre de 67 et elles font partie du paysage. Le Cap Corse sans ces tours ne serait plus vraiment le Cap Corse. Je doute que l'on puisse un jour en dire autant des horribles éoliennes qui y furent édifiées durant les dernières décennies. Certaines de ces tours sont en ruine et menacent de s'effondrer. Je pense en particulier à la splendide tour Santa Maria di Capella, bâtie en 1549, édifiée sur des rochers affleurant à peine de la mer, au nord du port de Maginaggio, sur la commune de Rogliano, à l'extrémité nord-est du Cap Corse. Quand je dis que les rochers affleurent à peine de la mer, ce n'était pas le cas lors de sa construction, car le niveau de la mer s'est depuis un peu élevé. On peut découvrir cette tour seulement en s'y rendant à pied ou en bateau. Si l'on y va à pied, il faut emprunter le sentier des douaniers. En fait de tour, il n'en subsiste qu'une petite moitié. En effet, la tour a subi d'irrémédiables dégâts lorsqu'en 1793, la flotte anglaise la bombarda. La tour était alors occupée par des soldats français et l'Angleterre, en guerre contre la France révolutionnaire, avait entrepris de prendre le contrôle de la Corse. Le fait que la moitié, dans le sens de la hauteur, la moitié de la tour ait disparu, permet aux visiteurs d'observer la configuration intérieure de l'édifice. On est en face d'une coupe de la tour. Ce qui est rarement possible, bien sûr, avec la plupart des autres tours génoises dans lesquelles il est impossible d'entrer. La tour doit son nom à la chapelle Santa Maria, qui se trouve à une centaine de mètres à l'intérieur des terres. L'origine de cet édifice religieux remonterait au premier temps du christianisme en Corse, mais elle aurait bien sûr subi d'importantes modifications au cours des siècles. Elle a la particularité intéressante d'avoir une double abside. Cette chapelle, il convient de le signaler, a fort heureusement été restaurée en 2014 grâce à des financements de l'ex-département de Haute-Corse et du Conservatoire du Littoral. La tour génoise n'a malheureusement pas été restaurée. Pourra-t-elle l'être un jour? J'en doute fort, car son état de délabrement est avancé. Tôt ou tard, une tempête plus violente que les autres achèvera probablement l'œuvre de destruction entreprise par la flotte anglaise voici 229 années. La commune de Rogliano, sur le territoire de laquelle se trouve la tour que je viens d'évoquer, compte plusieurs tours dites génoises, fort heureusement en meilleur état de conservation. L'une d'elles est celle de l'Agnello, inaccessible en voiture,
comme la précédente. C'est la plus au nord de la commune. Elle fut édifiée à la même époque que les autres sur un promontoire rocheux qui domine le maquis environnant et la mer, en particulier une petite plage devenue le paradis des randonneurs ou des plaisanciers l'été. C'est aussi, je le signale en passant, le paradis des vaches. J'ai pu admirer cette jolie tour voici quelques années lors d'une promenade en mer effectuée au départ du port de Maginag. Vue du bateau, elle me parut très impressionnante et quasiment imprenable au sommet de son éperon rocheux. D'autres tours du littoral corse sont fort heureusement en bon état de conservation, comme la tour de Losse sur la commune de Cagnano, toujours sur la côte orientale du Cap Corse. Cette tour, autrefois nommée Torre di Laguna di Mare, devrait son nom actuel aux ossements qui furent jadis découverts dans la citerne du sous-sol. Elle est très facilement atteignable puisqu'elle surplombe la route départementale actuelle qui longe le littoral oriental du Cap Corse. Il est une tour génoise dans laquelle il est possible de pénétrer. C'est celle de la Castagne, qui se trouve à l'extrémité de la pointe de la Punta di Castagna, au sommet d'un promontoire dominant le sud du golfe d'Ajaccio. Cette tour fut édifiée en 1587 et elle est en assez bon état. Cela est sans doute dû au fait que son accès a longtemps été interdit car elle était située au milieu d'un terrain militaire de l'armée française. On peut encore y découvrir, dans les environs immédiats de la tour, des faux rochers qui faisaient partie du complexe défensif qui avait été établi. Ce dispositif de la Castagne faisait partie de ce qui avait été surnommé la petite ligne Maginot, qui comprenait, à la veille du second conflit mondial, 4 blocos bien dissimulés au milieu du décor de faux rochers. La tour de la Castagne est entourée d'une barrière métallique, sans doute héritée de l'époque de la présence des militaires, mais il est possible de pénétrer et la tour elle-même est ouverte, même s'il est strictement interdit d'en faire l'ascension. À l'intérieur, les militaires avaient scellé dans la paroi des échelons en fer qui permettaient d'accéder au sommet. Même sans atteindre le sommet, la vue depuis la tour est imprenable. L'étendue bleue du golfe, avec au loin, en face, sur la rive nord, la ville d'Ajaccio. À elle seule, cette vue mérite que l'on se rende à la tour de la Castagne. Je ne voudrais pas oublier de mentionner la tour de la Parade, juste de l'autre côté de ce vaste golfe. Elle est édifiée sur la première des îles sanguinaires, qui n'est plus une île depuis longtemps, puisqu'un étroit isthme la relie au reste de la Corse. Cette tour a été photographiée ou peinte des milliers de fois, sans doute, par tous les amoureux de ce site extraordinaire que sont ces îles sanguinaires, qui ne doivent pas leur nom à un quelconque passé sanglant, mais au simple fait qu'au coucher de soleil, les rochers qui les forment prennent des teintes presque rouges. Cette tour de la Parade peut être atteinte à pied après une courte marche et elle semble en relatif bon état. Elle est devenue l'un des symboles de la ville d'Ajaccio. Pour achever mon évocation des tours dites génoises, il m'est impossible de ne pas mentionner ici la tour de la Mortelle. Cette grosse tour est en presque aussi mauvais état que celle de Santa Maria di Capella, décrite plus haut. Comme cette dernière et comme celle de l'Agnelle, aucune route n'y mène. On ne peut donc l'atteindre qu'à pied en empruntant le sentier des douaniers qui longe le littoral de l'Agriate ou en bateau depuis le port de Saint-Florent. Cette tour est d'ailleurs visible à l'œil nu depuis cette ville lorsque l'on observe attentivement la côte ouest du golfe. Alors la tour dit à Mortelle, elle n'a rien à voir avec la mort, je tiens à le préciser tout de suite.
Ça viendrait du mot corse amorta qui signifie le myrte. Je suppose que le maquis environnant recèle de nombreux plants de myrte déjà à l'époque, bien sûr. Donc elle fut bâtie en 1553 sur l'ordre de l'amiral génois Andrea Doria, et elle servait à contrôler en tout cas l'entrée du golfe de Saint-Florent avec la tour de Vecchiaia située juste en face sur le littoral du Cap Corse. Elle peut être considérée comme la plus emblématique de toutes les tours dites génoises de Corse, car c'est elle qui a fait connaître ce type d'architecture militaire dans le monde entier grâce à l'amiral Horatio Nelson. En effet, les 5 et 6 février 1794, alors que les Anglais tentaient de chasser les Français de l'île, la flotte anglaise eut fort à faire pour parvenir à prendre le contrôle de la tour. Le Fortitude, un vaisseau de 74 canons, et le Juno, plus petit, armé de 32 canons seulement, commandé par l'amiral Hood, la bombardèrent, mais la solidité de ses murs lui permit de résister aux boulets anglais. Les soldats anglais eurent à débarquer à proximité afin d'assiéger la tour, dont la garnison de 33 hommes ne se rendit qu'au bout de 2 jours. Cette victoire anglaise permit aux forces anglaises donc de s'emparer de Saint-Florent et de sa forteresse le 19 février suivant. Mais avant cela, sans doute impressionné par la qualité et la robustesse de la construction de la mortelle, l'amiral Nelson ordonna à l'amiral Hood d'en relever les plans. Une erreur de transcription fut commise par l'officier anglais qui accomplit cette tâche, puisqu'au lieu d'écrire mortelle, il écrivit martello. Nelson fit parvenir les plans et la description à l'amirauté à Londres, où ils furent archivés. Aujourd'hui, on peut les voir au British Museum à Londres. Une décennie plus tard, alors qu'un officier d'origine corse était parvenu à s'emparer du pouvoir à Paris et que l'on craignait à Londres qu'il ne finisse par débarquer et envahir l'Angleterre, les plans de la Martello Tower furent ressortis des archives à point nommé et le gouvernement de sa gracieuse majesté Georges III entreprit alors de fortifier le littoral anglais en édifiant des répliques de la tour d'Iamortella de Saint-Florent. Au fil des ans, les Anglais en édifièrent beaucoup, non seulement sur les côtes anglaises et irlandaises, mais aussi dans le reste de leur empire, en particulier en Australie, au Canada, à la Jamaïque, à Minorque, en Afrique du Sud et à Ceylan, sans oublier les îles anglo-normandes. Au moins 140 de ces Martello Towers ont été répertoriés de par le monde. Le sujet des tours corses ne saurait être clos avec une évocation des seules tours dites génoises, car il existe en Corse de nombreuses autres tours, certaines beaucoup plus anciennes, d'autres plus récentes. Commençons par les plus anciennes. Il s'agit de maisons-tours ayant été édifiées par des familles seigneuriales ou pour le moins par des familles proéminentes de certains villages ou micro-régions de l'île, essentiellement dans l'intérieur des terres. Comme les tours dites génoises, elles sont nombreuses dans le Cap Corse. On en dénombre 9 dans la seule commune de Morsilia. Ces tours avaient pour fonction essentielle de servir de refuge en cas d'attaque ou de raid barbaresque. Mais certaines étaient des maisons-tours qui servaient, et servent encore dans certains cas, d'habitation permanente. Elles sont généralement carrées et comportent au sommet des machicoulis comme les tours génoises. 2 de ces tours restent gravées dans mes souvenirs d'enfant, car elles me semblaient nimbées d'une aura de mystère. Il s'agit des tours de Sangarino di Tenda, dans le Nebbio, où je passais de nombreuses vacances chez mon grand-oncle Simon, qui était de ce village, voisin de mon village maternel, Sorio di Tenda. Ces tours sont situées en contrebas du village.
Durant ces vacances scolaires, j'aimais m'aventurer dans le maquis en quête de découverte. Or, ces deux tours frappèrent mon imagination car, perchées sur des éperons rocheux, elles me semblaient inaccessibles. Dernièrement, lors d'une visite à San Gavin, j'eus la joie de pouvoir atteindre l'une d'entre elles, la plus éloignée du village. Un chemin est désormais ouvert depuis la chapelle de l'Annonciade et il permet d'y accéder. Ces deux tours carrées sont partiellement ruinées. Celle qui semble la mieux conservée est celle que je ne suis pas encore parvenu à atteindre car elle a été édifiée au sommet d'un éperon rocheux qu'il est impossible d'atteindre et il est donc encore impossible d'en faire l'ascension pour arriver au pied de cette mystérieuse tour carrée. Toutes mes recherches sont demeurées infructueuses et j'ignore encore de quand datent ces tours. Je pencherai malgré tout pour la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. Qui les a fait construire? Le mystère reste entier. Si un auditeur de cette émission connaissait les réponses à ces questions, je lui serais très reconnaissant de me les communiquer. Pour conclure cette émission sur l'architecture militaire de Corse et sur les tours, je voudrais évoquer les deux tours dites paolines, c'est-à-dire édifiées sur les ordres de Pasquale Paoli, le général de la nation corse, dans les années 1760. La plus connue, très populaire parmi les touristes qui s'y rendent en grand nombre durant la saison estivale, c'est bien sûr celle qui, du haut de son promontoire rocheux, domine le beau village de Nonza, son immense plage noire et la vaste étendue bleue de la mer. On l'aperçoit de très loin, cette tour emblématique, surtout lorsque l'on vient du nord. Hélas, durant l'été, il est extrêmement difficile de réussir à se garer à Nonza. Il faut parfois laisser la voiture au bord de la route à plus d'1 kilomètre du village. Pour parvenir à la tour, il faut emprunter depuis la place centrale du village une ruelle piétonne qui, très vite, se transforme en escalier. La tour carrée de Nonza a été construite en pierre de schiste gris vert, ce qui la rend particulièrement belle. Elle fut édifiée en 1757 au sommet du Monte, le point culminant de la falaise qui plonge dans la mer, sur l'emplacement d'un ancien château seigneurial du XIIe siècle, rasé par les Génois en 1489. Depuis le pied de la tour, à une altitude de 167 mètres au-dessus de la mer, qui est juste en contrebas, la vue est vertigineuse, surtout si l'on tente de contempler les flots et la plage noire à travers le trou qui perce le rocher du sommet. Une barrière de sécurité a été installée il y a quelques années afin d'empêcher les imprudents touristes de trop s'approcher de cet orifice béant. Durant la saison touristique, il est possible de pénétrer à l'intérieur de la tour puisqu'une boutique de souvenirs y a ouvert ses portes. La salle du sous-sol est quant à elle utilisée pour des expositions de photos. Mais les niveaux supérieurs et le sommet de la tour sont toujours inaccessibles. Je ne résiste pas au plaisir de conter une histoire 1000 fois entendue au sujet de cette tour. En 1769, lors de leur invasion de la Corse, les troupes françaises, débarquées à Saint-Florent au début de cette année-là, avaient entrepris de conquérir le Cap Corse. La garnison corse avait évacué la tour de Nonza avant l'arrivée des Français, n'y laissant qu'un vieux sous-officier unijambiste. Ce dernier installa plusieurs fusils pointés vers l'extérieur, à travers les ouvertures, au sommet de l'édifice. Ces armes étaient reliées entre elles par un ingénieux mais rudimentaire système constitué d'une ficelle attachée aux gâchettes, ce qui permettait à un seul homme d'ouvrir le feu en même temps. Le détachement français arrivé à Nonza entreprit de faire l'ascension du Monte afin de s'emparer de la tour. Son commandant ne tenait pas à laisser une force hostile l'occuper, car cela aurait pu constituer un danger dans leur progression ultérieure. Il fallait donc prendre la tour avant de continuer à avancer. Mais alors que les soldats s'approchaient avec difficulté, ils furent soumis à un feu nourri provenant du sommet de la tour.
Manifestement, un fort contingent corse l'occupait encore. Soucieux d'éviter de perdre du temps et des hommes dans un long siège, le commandant envoya un émissaire agitant un drapeau blanc jusqu'au pied de la tour afin de parlementer et d'inviter la garnison corse à se rendre. Une discussion s'engaga donc avec le chef de cette garnison, dissimulé derrière les machicoulis. Un accord finit par être trouvé, les militaires corses pourraient sortir avec leurs armes et les soldats français leur rendraient les honneurs. Ce qui fut fait, on imagine la stupéfaction des Français et de leurs officiers lorsque, alignés au pied de la tour, ils en virent sortir un vieillard portant fièrement son fusil, s'avançant parmi eux en claudiquant sur ses béquilles. Cet épisode glorieux, un peu ridicule pour l'envahisseur, a été conté, et sans doute un peu embelli, de génération en génération jusqu'à nos jours. Il demeure le symbole de la résistance d'un peuple qui refusait de se soumettre à une force 100 fois supérieure à celle dont disposait Pasquale Paoli. L'autre tour paoline est inconnue des touristes. Même la plupart des Corses semblent ne pas la connaître. Elle est pourtant située au milieu d'un beau village limitrophe de Bastia, Furiani. Je suis toujours stupéfait du fait que les Bastiais, qui se rendent pourtant nombreux à Furiani pour y soutenir leur équipe de football favorite ou pour y faire leurs courses dans l'un des nombreux centres commerciaux qui, au fil des ans, ont vu le jour sur le territoire de cette commune, les Bastiais donc n'ont jamais eu la curiosité d'emprunter la route enlacée permettant d'accéder au vieux village. Car Furiani, fort heureusement, ce n'est pas qu'un stade, ce n'est pas qu'une grande surface, c'est avant tout et surtout un village autrefois fortifié, aux ruelles étroites et aux vieilles maisons en pierre de schiste, entourant une superbe tour carrée édifiée sur le rocher qui affleure. Ce beau village offre aux visiteurs une vue imprenable sur l'agglomération bastiaise, la plaine en contrebas, l'étang de Biguglia et la mer avec, à l'horizon, les îles de l'archipel toscan, Capraia, Elba, Pianosa et Monte Cristo. Par temps dégagé, les côtes de la péninsule italienne sont également bien visibles. Furiani, située aux portes de Bastia, la capitale génoise de l'île, fut l'objet de nombreux sièges au cours de sa tumultueuse histoire. Mon ami Marc Piazza narre de manière romanesque mais fort bien documentée celui de 1763 dans son remarquable ouvrage « Le siège de Furiani », dont je recommande vivement la passionnante lecture. La tour fut édifiée en 1759 sur l'ordre du général de la nation corse, Pasquale Paoli, sur l'emplacement, là aussi, d'un ancien château seigneurial. Elle est plus haute que celle de Nonza, mais semble inachevée, car elle est dépourvue de lignes hautes, c'est-à-dire d'éléments de protection de la plateforme supérieure. On ignore si les travaux de construction n'ont pas pu être terminés, ou si cette partie pourtant essentielle de la tour fut démantelée après la conquête française. Après son édification, la tour fut occupée par une garnison de 6 hommes seulement, sous le commandement d'un dénommé Nicodème Pasqualini. La tour n'a pas joué un rôle tactique majeur lors du siège, l'essentiel des combats ayant été mené à partir des tranchées qui avaient été aménagées autour du village. Lors de ce siège de 1763, Marc Piazza nous apprend, dans son livre, que le village fut intensément bombardé par l'assiégeant génois et que de nombreuses maisons anciennes furent gravement endommagées, voire même complètement détruites. L'église paroissiale n'échappa pas à ce sort funeste. L'édifice religieux, situé légèrement à l'extérieur, en contrebas du vieux village, fait depuis lors fonction d'église paroissiale. Avant le siège de 1763, ce n'était qu'une église secondaire, utilisée par la confrérie locale, comme c'est le cas dans la plupart des villages de Corse. Or, cette église-là est dépourvue de clocher, l'ancien clocher du village ayant disparu durant le siège avec l'église à laquelle il appartenait. Le XIXe siècle fut en Corse le siècle d'or pour l'édification de clochers que chaque village voulait plus haut et plus beau que celui du village voisin. Cette émulation ne pourrait-elle pas correspondre à ce que l'on appelle communément l'esprit de clocher?
Toujours est-il que le village de Fouriani ne pouvait pas demeurer sans clocher. Il fut donc décidé de transformer la tour Paoline en clocher en y ajoutant au sommet un petit campanile pour y accrocher 2 cloches. Cela a dû se faire en 1830, car dans un tableau daté de cette époque, Anton Santo Benigni, peintre bastier de scènes religieuses, représente Fouriani et sa tour, déjà dotée du campanile. La municipalité de l'époque fit ainsi coup double. Elle dota le village d'un clocher assurément plus haut que tous ceux des villages voisins, et ce, à peu de frais. Fouriani a donc une particularité probablement unique en Corse. On y entend les cloches sonner à intervalles réguliers, comme partout ailleurs, mais ce son ne provient pas de l'église, qui est distante d'au moins 200 mètres de la tour historique, symbole de la résistance corse à l'envahisseur et souvenir de l'éphémère indépendance de l'île. De nos jours, la tour de Fouriani abrite une belle salle au premier niveau qui constituerait un très agréable lieu pour y accueillir d'éventuelles conférences ou autres expositions. Ce n'est malheureusement pas le cas. Paraît-il que la dite salle ne correspondrait pas aux normes de sécurité en vigueur. C'est bien dommage pour le village et pour la Corse, car le visiteur intéressé aura la déception de trouver porte close après avoir gravi les quelques marches permettant d'accéder à l'entrée de la tour. Pourquoi ce qui a été possible à Nonza ne l'est-il pas à Fouriani? Du nord au sud de l'île, les tours génoises ou pas, rondes ou carrées, sont très nombreuses. Elles font un peu partie du paysage corse, surtout bien sûr dans le Cap Corse. Ces tours, au même titre que la Bandera à tête de mort, les villages au perché, les villes citadelles, les tombeaux monumentaux et les cochons élevés en quasi-liberté, font partie intégrante du paysage et surtout du patrimoine de la Corse. Un patrimoine qu'il convient plus que jamais de chérir, de défendre et de préserver. C'est ce que j'ai tenté de faire en préparant cette émission. Je vous remercie, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine pour parler du Tchad et de l'Afrique.